On parle énormément du conflit entre la Russie et l'Ukraine et on a raison de le faire puisque il s'invite sur notre territoire. Mais il y a un deuxième conflit qui a émergé, dont vous avez tous entendu parler, et qui s'invite encore plus dans notre territoire, qui s'invite depuis des dizaines d'années chez nous, mais qui maintenant devient de plus en plus fort, vous l'avez probablement deviné. Je parle du conflit entre Israël et la Palestine, et notamment à l'attaque que le Hamas a perpétrée contre Israël et la réponse qu'Israël fait à cette attaque, une réponse très violente et une réponse qui, même si au début elle a été soutenue par la communauté internationale, est maintenant de moins en moins soutenue. Et pour vous parler de tout ça, j'ai invité Jacques Beau, qui vient d'écrire un livre qui est paru aux éditions Max Millau, Le déluge d'Al-Aqsa, un livre justement qui nous parle précisément de cette attaque du Hamas vers Israël, de pourquoi on a eu cette attaque, de la réponse qu'Israël a fait à cette attaque et de ce que l'on peut retenir en fait de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer et voir s'il y a des solutions à ce conflit ou si on est condamné à voir de notre vivant éternellement des attentats contre Israël et des réponses violentes d'Israël. Jacques Beau, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir dans votre programme une fois de plus. J'avais eu le plaisir de vous avoir il y a un an. On avait parlé à ce moment-là de l'Ukraine et de la Russie. Et d'ailleurs, tout ce que vous aviez dit, notamment sur la contre-offensive ukrainienne, tout ce que vous aviez dit, s'était réalisé. Et là, c'est vrai que j'ai été surpris de recevoir ce livre de votre éditeur parce que je vous savais pas aussi sur la question Israël-Palestine. Et donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Alors, un gros livre aux élections Max Millau, et je mets dans la description un lien pour que ceux qui sont intéressés puissent aller le retrouver chez l'éditeur, Le déluge d'Al-Aqsa. Alors, ce que j'aimerais commencer par voir, avec vous, c'est en fait pourquoi le Hamas a lancé cette attaque contre Israël le 7 octobre dernier. En fait, parce que moi, j'avais l'impression qu'on était sur un moment pacifié entre la Palestine et Israël, qu'il ne se passait plus grand-chose. Et on avait presque l'impression que c'était réglé, en dehors de quelques roquettes de temps en temps, mais bon, voilà, des fous furieux, vous en trouvez tout le temps, mais que c'était relativement pacifié. Et tout d'un coup, on a été tous surpris quand on a vu cette énorme attaque du Hamas. Alors, avant que vous nous disiez exactement ce qui s'est passé ce jour-là, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, tout d'un coup, le Hamas semble s'être réveillé et avoir attaqué extrêmement sauvagement Israël? Alors, pour répondre à votre question, on doit peut-être expliquer un petit peu la genèse du livre, parce qu'en réalité, j'ai commencé à écrire ce livre quelques semaines avant le 7 octobre. Par conséquent, ça veut dire qu'il y avait déjà des indications pour ceux qui suivaient ce théâtre d'opération, pour ceux qui le suivaient attentivement. Il y avait déjà en septembre, on pourrait même dire à la fin de l'été 2023, tous les ingrédients pour que quelque chose explose. Et nous, on le voyait absolument pas. On le voyait absolument pas et on n'entendait même pas parler, Les projecteurs étaient braqués sur l'Ukraine, on n'entendait rien. Mon métier, c'est le renseignement. Et le métier du renseignement, c'est pas tellement d'avoir plus d'informations que les autres, mais c'est de voir dans les événements les indices qui vous permettront ensuite de déduire une évolution de la situation. Tout le monde, la plupart des gens, quand ils lisent le journal, ils lisent les grands titres et puis ils sont informés. Quelqu'un qui fait du renseignement, il va s'intéresser aux détails qui pointent sur une évolution possible et qui indiquent une tendance. C'est pas très éloigné d'ailleurs de ce que vous faites par ailleurs dans un domaine différent qui est celui de l'économie, où vous devez
évaluer, non pas, vous faites pas de l'histoire économique, enfin peut-être vous en faites, mais ce que je veux dire, c'est que pour un économiste, l'idée c'est de voir ce qui va se passer. Eh bien, pour quelqu'un du renseignement, c'est la même chose. D'ailleurs, j'ai une formation d'économiste pour votre gouverne. Donc j'ai une formation d'économétrie, d'économètre en réalité. C'est donc dans la prévision, l'identification des éléments qui vous permettent de tracer une trajectoire et de faire des prévisions sur la base de calculs et statistiques, bien sûr. Et en réalité, cet ouvrage, comme vous voyez, il a 470 pages, donc c'est un gros truc, et il a fallu le commencer un peu avant le 7 octobre pour le mener à chef. Voilà. Donc, il y avait des indices qui étaient existants avant. Et c'est effectivement un peu le problème qu'on a en Occident, c'est qu'on a tendance à se focaliser sur les grands titres des journaux sans essayer de comprendre ce qui se passe. En fait, comme vous l'avez très justement dit, vous êtes vous-même né avec ce problème. Enfin, c'est ce que la couleur de vos cheveux m'indique, parce que moi, la couleur de mes cheveux indique que également j'ai grandi avec ce problème que je connais depuis enfant. Et donc, on voit bien qu'on a quelque chose qui n'a jamais trouvé de solution, qui s'éloigne un peu de nos écrans de télévision parce que d'autres problèmes plus pressants viennent, mais en réalité, c'est un problème qui n'a jamais été réglé. Donc, toute la question, c'était d'identifier tous les problèmes qu'il y avait en amont du 7 octobre. Parce que parler du 7 octobre en disant c'est une offensive, une attaque du Hamas, bon, on peut naturellement le dire, mais toute attaque, quelle qu'elle soit, a toujours une origine. Personne se lève le matin en sachant pas ce qu'il veut faire le matin et qui décide de faire une guerre. Ça n'existe pas. Il y a toujours une raison. Elle peut être significative, pas significative, significative pour l'un et pas pour l'autre, mais il y a toujours une raison. Et c'est valable aussi bien pour la Russie en Ukraine que pour le Hamas en Palestine ou en Israël. Et en fait, depuis maintenant 1 année et demie environ, enfin maintenant un peu plus, près de 2 ans, en Israël, on a un gouvernement, comme vous le savez, qui est extrémiste, ultranationaliste, voire même ultra-religieux, qui a commencé à avoir une politique en matière de territoires occupés qui était beaucoup plus radicale que les gouvernements précédents. Et on a vu toute une série d'événements, notamment, par exemple, les négociations pour la libération. Je sais que Israël a 5000 prisonniers, plus de 5000 prisonniers palestiniens dans les prisons, dans ces prisons, dont plus de 1000 Palestiniens qui sont finalement retenus sans aucune charge. En réalité, ils répondent à la définition d'otages. Donc il n'y a aucune charge qui repose sur eux et qui sont simplement détenus. Et vous avez, en plus de ces 1200 prisonniers palestiniens retenus sans charge, vous avez également... Oui. Excusez-moi, mais là, il faut une précision parce que Israël, c'est comme une démocratie. Comment on peut avoir 1200 personnes retenues dans une démocratie sans charge? Enfin, est-ce que ils sont retenus le temps qu'on trouve des charges contre eux? Comment on fait dans une démocratie pour retenir 1000 ou 1200 personnes sans charge? Ça m'étonne ce que vous dites. Donc c'est pour ça que j'aimerais une précision là-dessus. Ce sont des chiffres qui sont parfaitement reconnus par les Nations Unies. Donc il y a rien de complotiste ou d'imaginaire là-dedans. Ce sont des chiffres qui sont reconnus, qui sont même reconnus par les autorités israéliennes elles-mêmes. Hein. Donc y compris les enfants qui sont détenus, tout ça, il existe des statistiques qui vous montrent qu'il y a un roulement d'environ bon an mal an, il y a environ 700 enfants qui par rotation d'une certaine manière, si vous me passez l'expression, que l'on retrouve dans les prisons israéliennes. Tout ça est parfaitement connu des Nations Unies. La question de la démocratie israélienne, oui, enfin aujourd'hui beaucoup la remettent en question. Mais en réalité, ça fait déjà plusieurs années que beaucoup discutent. On dit que c'est une démocratie, elle a les structures d'une démocratie, elle a si vous voulez, les institutions
qui répondent à une démocratie. C'est en fait Israël est d'une certaine manière un pays occidental à la fois dans sa culture, dans sa composition aussi, puisque la majeure partie des Israéliens vient d'Europe, beaucoup viennent d'Europe orientale, mais d'Europe, et donc on retrouve des structures, des institutions qui effectivement rappellent celles que nous avons en Occident. Le problème n'est pas tellement dans l'existence de ces institutions, elle est surtout dans leur fonctionnement qui est le problème. Et c'est là que le problème intervient, et notamment quand on parle de démocratie, à vrai dire, si on était ce qui caractérise les pays occidentaux, enfin qui devrait les caractériser plus exactement, c'est pas tellement la notion de démocratie qui est une notion qui est extrêmement vague. Comme vous le savez, je viens de Suisse, et comme je le dis souvent, quand je regarde avec les yeux de Suisse la France, j'ai pas vraiment l'impression de voir la même chose que ce qu'on a en Suisse. Donc la notion même de démocratie est à géométrie variable. La France, pour un Suisse, est plutôt comme une forme de monarchie élective. Vous voyez, et de plus en plus d'ailleurs en France. Je pense que je vais étonner peu de monde en disant ça. Il y a des institutions et tout ça est tout à fait clair. Il y a une législation, mais le fonctionnement de tout ça est évidemment pose un certain nombre de questions et de problèmes. Eh bien, on a le même phénomène avec Israël. Et en fait, ce qui caractérise les États occidentaux, c'est pas tellement la notion, enfin c'est aussi la notion de démocratie bien sûr, mais c'est surtout la notion d'État de droit. Et c'est ça qui fait finalement, qui permet le mieux de définir comment fonctionnent les institutions occidentales. Et c'est là où Israël pêche en réalité. Il a sans doute l'apparence d'une démocratie, en revanche, il ne fonctionne pas en fonction du droit. Il ne fonctionne pas notamment en fonction du droit international et du droit humanitaire international. Et c'est là que si vous voulez, le bas blesse. Et Israël est un pays qui est grandi, qui est né, on pourrait dire même, d'un non-respect du droit en réalité, puisque l'idée de créer un foyer national juif est apparue déjà, comme vous le savez, en 1917 avec la déclaration Balfour, qui s'est traduite par un certain nombre d'actions, de révoltes, etc. En Palestine durant la Deuxième Guerre mondiale et après. Mais pour faire pas parcourir toute l'histoire en détail, mais disons que l'élément central, c'est la décision de l'Assemblée générale des Nations unies du 29 novembre 1947, qui est la résolution 181, qui propose un plan de partage pour délimiter, si vous voulez, la possibilité, ou pour créer la possibilité de 2 États sur le territoire de la Palestine mandataire. La Palestine mandataire est un État. C'est un État avec des institutions, une administration, un passeport. Comme je dis souvent, Golda Meir était palestinienne parce qu'elle est originaire d'Odessa, si ma mémoire est bonne, donc elle est originaire de la région de l'Ukraine. Mais quand elle est venue en Palestine, elle a reçu un passeport palestinien. Donc il y avait un passeport. Donc on est sur quelque chose il y avait une institution qui était après le démantèlement de l'Empire ottoman, qui était placé sous la tutelle de la couronne britannique, et c'est la couronne britannique qui a finalement géré ce territoire, mais c'était un État. Donc quand la résolution de 1947 est adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, il s'agit de proposer un partage de ce territoire entre une entité juive, une entité arabe et une troisième entité sous mandat international qui aurait été Jérusalem en raison de son statut de ville sainte. Et de la présence d'ailleurs d'institutions religieuses qui appartiennent finalement aux 3 grandes religions du livre, comme l'appellent les musulmans, c'est-à-dire les musulmans, les chrétiens et le judaïsme. Donc, avant de parler de cette solution à 2 États, si on peut revenir, donc vous, avant
à ce qu'on disait avant que je vous interrompe tout à l'heure sur les 1000 prisonniers, mais ça me semblait quand même très important de pouvoir clarifier ça parce que 1000 prisonniers sans charge, c'est quand même, moi ça m'a fait sursauter parce que j'étais pas au courant, donc voilà. Mais donc avant vous nous expliquiez que pour quelqu'un comme vous du renseignement, quelqu'un qui fait des recherches, l'attaque du Hamas était quelque chose de prévisible pour certaines raisons que j'aimerais justement que vous nous exposiez. Et donc, vous avez parlé de ces 1000 prisonniers et vous alliez enchaîner sur d'autres choses. Donc, je vous laisse enchaîner maintenant sur les autres tout à fait. Je reprends le fil de la réponse à votre question. Oui. Vous avez raison de me ramener sur le bon chemin parce que c'est une histoire. Ceci étant, je vais revenir évidemment à la réponse à votre question parce que c'est important. Mais il faut bien comprendre aussi que c'est un enchaînement d'événements depuis 75 ans qui font qu'on aboutit là. C'est vraiment l'aboutissement de quelque chose. Ça, c'est très important de le comprendre. Alors, quand on parle, j'ai parlé des 5000 prisonniers pour une raison très précise, et je vais y venir. Mais vous voyez, avec ces prisonniers, on remonte à quelques mois. Mais en réalité, il y a toute une histoire qui vient en amont et qui explique pourquoi il y a des prisonniers, pourquoi, etc., etc. Donc, on est sur une cascade de choses. Et le problème qu'il y a, c'est que nous, occidentaux, et surtout maintenant, on a tendance à vivre dans le temps court et on ne comprend pas que des gens puissent encore s'attacher. Typiquement, les Juifs, eux, ont attendu 2000 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Pour eux, c'est une histoire de 2000 ans. Donc, pourquoi pour les Palestiniens, ça ne pourrait pas être une histoire de 80 ou 75 ans? Donc, il faut comprendre ça, c'est très important parce que ça permet de comprendre les mentalités. Et je pense que un élément central de ce conflit, qui d'ailleurs, j'y reviendrai à justifier l'écriture de ce dernier livre, c'est qu'on ne comprend pas, on n'essaye même pas de comprendre les Palestiniens. Or, ils sont un acteur clair, et donc une solution du conflit ne peut passer que par un accord avec eux, c'est-à-dire comprendre ce qu'ils pensent, comprendre ce qu'ils veulent, et comprendre comment on va trouver une solution avec eux, pas contre eux. C'est très important. Pour revenir à la question des prisonniers, pourquoi j'évoque cette question des prisonniers qui est essentielle? Parce qu'elle explique aujourd'hui pourquoi le Hamas a pris ce que nous appelons les otages. Les autorités israéliennes ont rompu les négociations qui étaient faites par l'entremise du Qatar en 2021-2022 sur la question des prisonniers. Il y avait une négociation pour libérer justement tous ces prisonniers. Et le gouvernement israélien, bon, on connaît Netanyahou, c'est plutôt un hardliner, comme on dit en anglais, et ils ont décidé de rompre ces négociations. Et c'est à ce moment-là qu'a germé dans l'idée des Palestiniens qu'il fallait contraindre Israël à revenir à la table de négociation. Et un des facteurs de l'opération Déluge d'Al-Aqsa, celui dont on parle le plus, à vrai dire, c'est l'idée de prendre des prisonniers que l'on puisse ensuite échanger, c'est-à-dire pour forcer Israël à revenir à la table de négociation en quelque sorte. Voilà l'idée. Encore deux précisions. Il me semble, mais je suis pas, moi je suis à l'inverse de vous, je suis absolument pas spécialiste du truc, donc je peux complètement me tromper. Je suis ni juif ni palestinien et je n'en connais que ce que je lis dans les médias, donc voilà. Mais il me semble me souvenir que si Israël a arrêté les négociations à un moment sur les otages, c'était justement en réponse au fait qu'il y avait eu un tir de roquettes ou un tir de missiles vers Israël, ou plusieurs tirs de roquettes et de missiles vers Israël. Est-ce que je me trompe? Parce que c'est possible que je confonde un événement avec un autre, étant donné la poudrière qu'est ce secteur. Oui. Et de nouveau, c'est toujours un peu le même problème avec ce conflit. Nous en avons une image très imparfaite. Alors, vous avez déjà évoqué dans votre introduction la question des roquettes, et vous le réévoquez maintenant. Alors, il faut savoir que les roquettes palestiniennes, j'ai particulièrement étudié ce point-là parce que je me suis demandé quel était le critère
pour les Palestiniens parce que ils obtiennent rien tactiquement. Comprenez, quand vous êtes en Ukraine, les Russes veulent détruire une position ukrainienne, ils envoient des roquettes, ça détruit la position, ils peuvent avancer. Je simplifie un peu le propos. On est au combat, voilà. Tandis que quand on est sur le théâtre d'opération israélien, des roquettes sont tirées, mais on n'en voit pas très bien l'objectif à la limite, parce que personne ne va exploiter ce tir, si vous voulez, pour occuper un territoire, etc. Alors je me suis posé la question, alors pourquoi ils les tirent? Et ça, c'est important. Quel est le critère qui fait que tout d'un coup, ils déclenchent les tirs? Alors, je me suis aperçu en comparant les sorties aériennes israéliennes et les tirs de roquettes, que les tirs de roquettes palestiniens interviennent systématiquement en réponse, ou vous pourriez dire en représailles, à des attaques, des frappes israéliennes sur le territoire, en l'occurrence de Gaza. Donc, le problème est que Israël considère que abattre ou détruire des groupes armés ou des dirigeants de groupes armés, même c'est un individu, hein, parce qu'ils bombardent, ils envoient une bombe, même si c'est un ou deux personnes. Donc ça détruit une maison entière, une famille, plusieurs familles. Ça, les exemples abondent et vous les avez d'ailleurs dans mon livre. Donc pour eux, détruire quelqu'un du Hamas ou du Hamas ou d'un autre groupe n'est pas un acte de guerre. Et par conséquent, il considère que, typiquement, quand il y a un cessez-le-feu qui est signé, le fait d'aller frapper, même avec une bombe de 500 kilos, disons un chef d'un bataillon du Hamas, par exemple, n'est pas considéré comme un acte de guerre par Israël. Alors évidemment, vous voyez que pour n'importe qui, quand on a un avion qui vient larguer une bombe de 500 kilos, c'est quand même un peu plus que la simple élimination ou l'arrestation d'un militant. On est quand même dans quelque chose qui s'apparente à un acte de guerre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans mon livre, tout ça est documenté, je n'invente rien, c'est eux qui l'ont déclaré, ils ont considéré que, effectivement, abattre des gens par des bombes, ou bombarder, frapper des militants à Gaza, y compris lorsque ça touche des familles, n'est pas considéré comme un acte de guerre. Et pour si vous voulez avoir une capacité de réponse à ça, parce que le problème, c'est quand vous avez cette bande de Gaza, comme maintenant tout le monde connaît, et tout le monde en voit à la fois la forme et la dimension. Vous avez des gens qui sont dans cette bande, qui se font bombarder depuis l'extérieur et qui n'ont aucun moyen de répondre. Comprenez, si vous maintenant vous mettez dans la résistance palestinienne, vous mettez maintenant dans la peau d'un résistant en France. Il y a les Allemands sur place. Si les Allemands tuent un résistant, eh bien, le lendemain, il y a 2 soldats allemands qui se font abattre, ou le même jour, enfin, etc. J'entends, les adversaires sont face à face. Mais lorsque votre occupation, et c'est une occupation au terme du droit international, même s'il n'y a pas de troupes israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza, c'est considéré comme une occupation parce que la vie à l'intérieur de la bande de Gaza est contrôlée par quelqu'un d'extérieur. Donc ça correspond juridiquement à une occupation. Donc quand on vous bombarde de l'extérieur et que vous-même vous n'avez pas d'avion, vous n'avez pas, comment pouvez-vous répondre à ça? Comment pouvez-vous abattre le soldat allemand comme on faisait en 42 ou en 43? Vous pouvez pas. Donc ils ont développé les armes des roquettes pour tirer en retour. Et alors là intervient une notion qui, pour nous, est pas qu'on a de la peine à comprendre en Occident parce qu'elle se définit par la notion de djihad, où le djihad n'est pas l'idée d'une guerre sainte comme on le dit, mais c'est la volonté de résister. C'est-à-dire que quand il tire une roquette, d'ailleurs quand on compare les chiffres, on s'aperçoit que même si, alors je comprends parfaitement que pour la population israélienne qui vit à Sderot, à
à Be'eri et toutes ces villes qui entourent la bande de Gaza, il doit pas être très agréable d'avoir toujours un peu cette épée de Damoclès des roquettes qui peuvent vous tomber dessus. Donc on est tout à fait d'accord là-dessus. Néanmoins, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que ces roquettes sont très peu meurtrières et qu'en réalité, le but des Israéliens n'est pas tellement de tuer des gens, mais de montrer qu'ils répondraient. Donc, ils veulent garder la tête haute, si vous voulez. Si vous voulez, vous venez nous bombarder chez nous. Oui, le but des Palestiniens. Le but des Palestiniens. Vous avez dit Israéliens, mais je pense que vous pensez des Palestiniens. Oui, pardon, bien sûr. Oui. Le but des Palestiniens est de montrer qu'ils ne veulent pas se laisser faire. Et donc, ils réagissent. Mais le but n'est pas d'avoir un décompte, tu en tues 10, j'en tue 10. C'est pas du tout la logique. La logique, c'est je résiste. Et c'est comme ça, si vous voulez, que on a ces tirs de roquettes qui viennent. Alors, quand vous avez les comptes rendus israéliens, eux tiennent pas du tout compte des frappes qu'ils ont fait avant. Et d'ailleurs, quand vous regardez les comptes rendus de la presse, il faut vraiment vérifier le nombre de sorties aériennes qu'ils ont fait pour comparer. Et effectivement, il faut aller voir, finalement, creuser un petit peu, voir ce qui s'est passé avant le tir de roquette. Alors, il y a des organisations israéliennes, des ONG israéliennes, comme B'Tselem, etc., dont je me réfère d'ailleurs dans mon livre, qui font des décomptes assez précis de tout ça. Donc, tout ce que je vous dis là n'est pas de l'invention, c'est parfaitement documenté. Mais donc, quand des discussions sont interrompues, c'est que tout simplement Israël a décidé de les interrompre. Point final. C'est aussi simple que ça. Et donc ça correspond. Les discussions interrompues, c'est la première raison qui ont dans ce que vous nous expliquez, qui montrait qu'il allait se passer quelque chose avant le 7 octobre. Est-ce qu'il y avait d'autres signes qui vous faisaient dire déjà qu'il allait se passer quelque chose, puisque vous commentiez votre livre à ce moment-là? Tout à fait. Alors il y a un autre élément, et il ne vous a pas échappé, que l'opération du Hamas s'appelle Déluge d'Al-Aqsa, et qu'il ne vous a pas échappé non plus qu'Al-Aqsa est le nom de la mosquée qui se trouve sur le Haram el-Sharif, ce que les Israéliens appellent le mont du Temple. Et il y a une chose que nos médias ont très largement ignorée, c'est que depuis l'arrivée au pouvoir des ultranationalistes, ou plutôt ultra-religieux, je devrais dire, vous avez cette idée, et quand je dis que c'est depuis l'arrivée, je devrais être honnête en disant que le mouvement est préexistant. Ça fait déjà une vingtaine d'années qu'il y a un projet qui consiste à reconstruire le troisième temple de Salomon sur le mont du Temple, ce qui signifie la destruction de la mosquée Al-Aqsa. Et avec l'évolution le nouveau gouvernement, vous avez un certain nombre d'activités rituelles qui ont commencé à se développer dans cette région-là, avec des actions qui sont souvent assez mal terminées entre ultra-religieux juifs et palestiniens sur le mont du Temple, et vous avez vraiment toute une série d'affrontements, on peut dire, qui s'est passé ces derniers mois, et les Palestiniens se sentent un peu les gardiens déjà pour eux, Jérusalem et notamment Jérusalem-Est appartient à la Palestine, déjà de facto et de jure, parce que je vous rappelle, quand on parle des territoires occupés, on a tendance à voir Gaza et la Cisjordanie, mais il y a un élément très important parmi ces territoires occupés, il y a Jérusalem-Est, dont fait partie le Haram el-Sharif. C'est la raison pour laquelle à l'UNESCO, j'emploie le terme Haram el-Sharif alors que les Israéliens utilisent l'appellation Mont du Temple. L'UNESCO a reconnu que Haram el-Sharif est l'appellation correcte pour ce terme et non pas Mont du Temple, parce que c'est un lieu palestinien, un lieu arabe. Et donc on est dans cette problématique-là, et comme vous le savez,
il y a en dehors tout ce qui entoure la politique israélienne, vous avez entendu parler déjà sous l'époque Trump, on a parlé de ces accords d'Abraham qui associaient Israël avec un certain nombre de pays comme le Maroc, la Jordanie, et surtout l'Arabie Saoudite. Et dans ces accords, rien n'est mentionné sur la question palestinienne d'abord. Et l'idée des Palestiniens, c'était de ramener la question palestinienne dans ces accords. Donc ils sont pas contre ces accords, mais ils veulent que la question palestinienne soit ramenée, et notamment parce que eux se sentent gardiens du troisième lieu saint de l'islam, qui est le mont du temps, enfin le Haram el-Sharif, et que par conséquent, il fallait que cette question revienne, si vous voulez, sur le devant de la scène. Et c'est la raison pour laquelle, parmi les multiples facteurs qui ont déclenché l'opération ou qui ont motivé l'opération du Hamas, eh bien, c'est pour ça que vous avez le nom de déluge d'Al-Aqsa. C'est ce rappel à la mosquée. Et puis, il y a d'autres phénomènes qui sont intervenus là-dedans. Il y a le fait que, comme vous le savez, Gaza est une espèce de bande qui est finalement assiégée d'une certaine manière. Elle est totalement isolée. Sa vie économique dépend du bon vouloir des Israéliens qui font entrer ou qui laissent entrer la marchandise qu'ils veulent. Le Nutella peut pas entrer, vous savez pas vraiment pourquoi, mais voilà, les jouets peuvent pas rentrer, et voilà. Donc vous avez donc une vie économique qui est étroitement contrôlée par Israël. C'est déjà une chose, et qui a eu pour conséquence, notamment, que durant l'été de l'année passée, vous avez eu de nombreux troubles sociaux parce que le paiement des fonctionnaires, parce que vous avez le Hamas, on parle beaucoup des mouvements terroristes et on voit des gens avec des mitraillettes ou des kalachnikovs, etc. Alors ça existe, c'est une réalité. Mais à côté de ça, il y a une administration du Hamas, parce que ils font pas que la guerre, là, ils administrent aussi une population. Et il y a des services sociaux, il y a une administration, il y a une police, il y a donc, si vous voulez, et la police n'a rien à voir avec les activités entre guillemets militaires du Hamas. C'est vraiment quelque chose pour arrêter les voleurs ou même combattre des mouvements qui seraient parce que vous avez eu du fait que les Palestiniens n'ont pas le soutien qu'ils souhaiteraient de l'extérieur, ce qui s'est passé, c'est que vous avez des factions qui se sont radicalisées, pas du Hamas, mais qui ont créé des nouveaux mouvements, si vous voulez, très proches de l'État islamique d'ailleurs, et que le Hamas combat. Donc la police palestinienne, du Hamas combat les extrémistes qui seraient proches de l'État islamique, etc. D'ailleurs, quand vous lisez mon livre, j'ai fait un détail de tous ces mouvements et vous verrez que beaucoup de ces mouvements, vous voyez, qui sont très proches, qui sont salafistes et très proches de l'État islamique, eh bien, sont activement combattus et ont donné lieu à des affrontements assez durs ces dernières années, surtout depuis le début de l'affaire en Syrie. Vous avez eu de nombreux affrontements entre le Hamas et des organisations salafistes. Donc déjà ceux qui prétendent que, comme un de vos politiciens qui disait que la France avait été frappée par le Hamas, c'est une absurdité qui est intellectuellement fausse et qui est moralement condamnable, parce que on crée artificiellement une haine qui n'a absolument aucune raison d'être. Et donc voilà, il y a donc une administration du Hamas. Or, l'année passée, en été de l'année passée, cette administration qui est financée par le Qatar, eh bien, elle a plus reçu son financement. Et donc, vous avez eu des troubles sociaux importants qui se sont développés. Et à ce moment-là, l'armée israélienne... Excuse-moi, je vous arrête encore une seconde. Elle a pas reçu son chèque, entre guillemets, du Qatar parce que les Qataris ont arrêté de payer ou parce qu'Israël a empêché l'argent d'arriver? Alors ça, je ne sais pas. Je pense que c'est le Qatar qui a arrêté de payer, mais par contre, je n'ai pas réussi à en trouver la raison. Je le mentionne dans mon livre, mais je ne sais pas quelle a été la raison pour laquelle le Qatar a cessé de payer. Mais le fait est
qu'il a cessé au moins temporairement de payer, et ça a créé des troubles qui ont fortement alarmé l'armée israélienne qui se trouve autour de Gaza. Donc pour expliciter les choses, il y a autour de la bande de Gaza, il y a ce qu'on appelle une zone qu'on appelle l'enveloppe de Gaza, dont la responsabilité militaire est donnée à une division de l'armée israélienne qui s'appelle la division de Gaza, qui comprend plusieurs brigades et qui est chargée à la fois de la surveillance de Gaza depuis la clôture, si vous voulez, avec des caméras, des drones, des dirigeables. Enfin, c'est pas des dirigeables, c'est des ballons captifs, mais qui sont en l'air pour capter, par exemple, du rayonnement électromagnétique, les communications téléphoniques, etc. Et puis qui assure également, qui est responsable de la sécurité de la population israélienne qui se trouve dans cette enveloppe de Gaza. C'est cette enveloppe de Gaza, d'ailleurs, qui sera le 7 octobre victime de l'opération du Hamas. Donc voilà un petit peu. J'ai une dernière question pour moi le Hamas. Encore une fois, je suis pas du tout spécialiste du secteur. C'est pour ça que votre livre m'intéressait, mais pour moi le Hamas c'était un mouvement. Enfin, il est reconnu comme un mouvement terroriste. Donc pour moi le Hamas c'est un mouvement terroriste à l'intérieur de la Palestine, mais les Palestiniens ne reconnaissent pas plus que ça le Hamas. C'est la façon dont je le voyais, c'est-à-dire que comme on pourrait avoir un mouvement extrémiste en France et sans que ça concerne l'ensemble des Français, quoi que ce soit juste un mouvement extrémiste en France. Est-ce que je me trompe ou est-ce que le Hamas est plus une vraie représentation et vraiment représentative de la population palestinienne, est une émanation de la population palestinienne comme le serait un parti poussé au pouvoir en France, ou est-ce que c'est un mouvement radical au sein de la Palestine, mais avec laquelle la population ne se sent pas du tout concernée? Parce que dans ce que vous me dites depuis le début, j'ai plus l'impression maintenant de voir un parti politique qui, comme le serait le Rassemblement, je fais aucun parallèle entre le Hamas et le Rassemblement national, hein, rassurez-vous mes auditeurs, mais je veux juste dire que depuis que Jacques Beauban parle, j'ai plus l'impression de voir un parti politique qui n'est pas au pouvoir, mais comme le serait le Rassemblement national, c'est-à-dire extrêmement soutenu par la population en général, même si moi très peu représenté dans le gouvernement, que de voir un mouvement radical petit en nombre, mais extrêmement bruyant et extrêmement dangereux. Donc j'aimerais savoir ce qu'il en est avant qu'on continue. Exactement. Non, c'est une excellente question que vous posez. En fait, votre lecture du Hamas, celle que vous venez d'expliquer, est celle qu'on aurait pu avoir dans les années 90. C'est-à-dire que dans les années 90, vous avez un mouvement politique qui était le Fatah, sous la direction d'Yasser Arafat, qui depuis les années 70 a essayé de se convertir, si vous voulez, parce que dans les années 60, quand j'étais jeune gamin, on avait régulièrement des détournements d'avions par des Palestiniens, ils frappaient un peu partout, et d'ailleurs c'était un mouvement qui était très d'obédience marxiste, c'est-à-dire qu'il était vraiment pas seulement pour une lutte de libération nationale, mais aussi une lutte contre l'impérialisme en général. Donc on avait tous ces mouvements, les mouvements révolutionnaires des années 60, début des années 70, avaient une très forte coordination. Les Palestiniens du Fatah étaient entraînés en Tchécoslovaquie à l'époque, dans les camps des forces spéciales soviétiques, etc. Donc on avait les mouvements de résistance, terroristes si vous voulez, avaient une forte connotation dans le cadre de la lutte entre les deux blocs. Si vous voulez, on était vraiment dans la guerre froide, et puis c'était vraiment ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des proxys, d'une certaine manière, pour combattre. Donc c'était un combat très très général. D'ailleurs, il y avait eu, je le cite dans mon livre, la fameuse conférence tricontinentale de 1966, où il y avait eu à La Havane, à Cuba, évidemment c'est pas très surprenant, mais il y avait eu une coordination littéralement entre tous les mouvements de résistance, palestiniens, irlandais, etc. Il y a vraiment une constellation
mondiale du terrorisme. Il y a eu des livres très intéressants qui avaient été publiés à l'époque, le réseau de la terreur. On était vraiment sur quelque chose qui avait une envergure mondiale, mais qui était lié à cet affrontement Est-Ouest. Les Occidentaux avaient aussi leur mouvement terroriste à eux, qu'ils finançaient en Amérique latine, un peu partout. Donc on avait vraiment un affrontement global, mais par mouvement terroriste interposé d'une certaine manière, pour simplifier les choses. Et à partir des années 70, Yasser Arafat a compris que cette voie armée ne conduisait nulle part, et il a essayé de se sortir de cette dynamique terroriste, etc. Il a été accueilli d'ailleurs aux Nations Unies, c'est en 73 ou 74, maintenant je n'ai plus exactement la date en tête, et là il a déclaré que l'OLP, dont il était le chef, abandonnait le terrorisme et surtout le terrorisme international pour s'engager dans une voie politique. Et ça n'a pas été sans mal, parce que de nouveau les Palestiniens en fait sont une organisation de résistance. Et là il faut aussi peut-être faire une petite parenthèse, parce qu'en France il y a eu cette polémique résistance terroriste, etc. Alors il faut bien comprendre les choses. La résistance indique une finalité de ce qu'on fait, c'est-à-dire résister contre une occupation. Le terrorisme, c'est la méthode que vous utilisez pour résister. C'est une des méthodes que vous utilisez. Donc, c'est important. On avait eu cette discussion avec une députée LFI et puis le journaliste Jean-Jacques Bourdin, par exemple, qui avait posé cette question. En fait, poser la question n'est pas très honnête, parce que c'est un peu comparé. Vous pouvez pas, c'est pas soit. Vous pouvez être résistant et terroriste. Et même si les résistants français n'ont pas toujours été terroristes, ils ont aussi été terroristes. Vous comprenez? Donc c'est une méthode d'action, alors que la résistance, ça indique la finalité de ce que vous faites. Donc la résistance palestinienne, c'est exactement la même chose. À partir des années 70, l'OLP s'est dirigé vers une voie plutôt politique, qui a conduit aux accords d'Oslo, qui est une voie essentiellement politique de résolution du système. Mais le problème est que on a vu tout au fil de ces années que l'idée d'une solution politique au problème n'amenait aucune amélioration pour les Palestiniens. Donc le sentiment était chez les Palestiniens que oui, on fait des efforts, on essaie de discuter, on veut pas se battre, mais d'un autre côté, on gagne rien à ça. Et quand vous regardez effectivement dans les territoires occupés, et ça c'est une raison supplémentaire d'ailleurs pour l'opération du 7 octobre, c'est l'extension des implantations israéliennes en Cisjordanie notamment, montrait que finalement, en dépit de tous les efforts de dialogue qu'il y avait, les implantations n'ont pas cessé, elles ont continué. Et par conséquent, il y a eu lentement une sorte de désaffection de la voie politique pour dire mais il faut reprendre la voie armée. Et c'est pour ça que le Hamas, lui, disait finalement les Israéliens, on essaye de parler avec eux, mais ça n'arrange pas nos bidons, on n'améliore rien du tout, donc il faut continuer la voie armée. Et c'est un peu cette logique-là qui s'est développée parallèlement. Donc après, en Palestine, tous ne sont, comme vous l'avez dit, sont pas favorables au Hamas, mais beaucoup ont quitté, si vous voulez, l'optique d'une voie politique pour se dire, finalement, tant qu'à faire, autant se battre. Et puis, si vous voulez mourir la tête haute, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. C'est un peu l'idée, en quelque sorte. Et c'est pour ça que le Hamas a finalement gagné énormément de voix, on peut dire. Et je dis voix parce que, à partir des années 2000, le Hamas a aussi compris, et c'est notamment une conséquence du 11 septembre d'une certaine manière, parce qu'à partir du 11 septembre, les Israéliens ont considéré que tous les groupes terroristes, ils pouvaient en fait traiter le terrorisme un peu comme le faisaient les Américains, c'est-à-dire un peu n'importe comment, si vous me passez l'expression. Et par conséquent, les Israéliens ont commencé à avoir la main beaucoup plus lourde, et puis le Hamas s'est dit, bon, puisque c'est comme ça, il est peut-être plus intéressant de aborder nous aussi une voie plus politique.
Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire dans la bande de Gaza. Et vous avez eu des élections communales en 2005 où le Hamas est sorti vainqueur, et puis finalement des élections parlementaires en 2006 où là aussi le Hamas est sorti vainqueur. Donc il y avait l'idée qu'il y avait un gouvernement qui était plus ferme à l'égard d'Israël, une voie politique certes, mais beaucoup plus ferme que l'OLP, ou plus exactement le Fatah, qui est principalement en Cisjordanie, et puis qui avait un petit peu la réputation, et qui l'a d'ailleurs toujours, et même beaucoup, peut-être un peu trop d'ailleurs, qui a la réputation d'être finalement un collabo par rapport aux Israéliens. Un peu la même image qu'il y avait en France. On retrouve un peu les mêmes schémas d'une certaine manière. Parce que l'autorité palestinienne, finalement, effectivement, fonctionne en bonne intelligence, pour pas employer le terme de collaboration, mais en bonne intelligence avec le gouvernement israélien. Et du coup, beaucoup de gens se sont dit, oui, mais s'ils travaillent évidemment main dans la main avec les Israéliens, on n'arrivera jamais à nos objectifs, qui est de récupérer l'intégrité de nos terres. Et donc, le Hamas a gagné en popularité, si vous voulez, dans les années 2006 et au début des années 2000. Et puis, c'est ce qui a conduit, d'ailleurs, à la victoire de 2006. Alors après, ce qui s'est passé en 2006-2007, qui nous donne toujours ces impressions, parce qu'on dit oui, le Hamas a pris le pouvoir à Gaza, c'est faux. Le Hamas a eu le pouvoir à Gaza à la suite d'élections qui ont d'ailleurs été observées par le président Jimmy Carter et son organisation, et par les observateurs de l'Union européenne, qui ont constaté que ça avait été les élections qui étaient exemplaires pour le Moyen-Orient, et qui devait constituer un exemple pour le Moyen-Orient. Donc, c'est-à-dire que ces élections sont passées dans d'excellentes conditions avec des observateurs étrangers. Mais le problème, c'est que les Américains n'ont pas vu ça du même œil. Parce que, du coup, ça n'arrangeait pas du tout leur bidon d'avoir le Hamas qui gagne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soudoyé des combattants du Fatah pour essayer de faire un coup d'État à Gaza, et c'est ce qui a donné les combats et les affrontements qu'il y a eu en 2006-2007 entre le Hamas et le Fatah. Et tout ça est parfaitement documenté, hein, je n'invente strictement rien du tout. Les documents sont ressortis assez tardivement dans la presse américaine, mais ils expliquent effectivement, notamment avec WikiLeaks, on a tout le déroulé et toute la manipulation qui s'est faite pour essayer de renverser le Hamas qui avait gagner ces élections de manière tout à fait légitime. Et alors on a dans la propagande occidentale et de nos médias, on nous dit que le Hamas n'est pas populaire et qu'on ne le voulait pas, etc. C'est pas tout à fait exact. Il est très populaire dans la bande de Gaza, même si le Hamas, parce que c'est lui qui administre, si vous voulez, la bande de Gaza. La potentiel militaire du Hamas n'est pas le seul. Il y a d'autres entités qui coexistent avec le Hamas dans la bande de Gaza, dont on ne parle jamais parce que on a mis l'étiquette de terroriste sur le Hamas et puis ça justifie un peu tout ce qu'on veut, mais en réalité, il y a d'autres entités, il y a une vingtaine d'entités qui collaborent avec le Hamas dans la bande de Gaza. Certaines, comme le Hamas, ont une inspiration islamistes au départ, mais d'autres ont des inspirations marxistes, d'autres ont des inspirations beaucoup plus modérées, etc. Il y a vraiment, si vous voulez, une coalition de résistance qui dépasse très largement l'image l'image assez réduite qu'on a du Hamas, qu'on compare à l'État islamique, etc., qui sont des comparaisons, comme je l'ai dit, qui n'ont aucun sens. Et donc on a, d'ailleurs le 7 octobre, quand on parle d'une offensive du Hamas, effectivement, le Hamas en tant que force, je dirais, principale de la bande de Gaza, c'est eux qui ont le lead, si vous voulez, dans cette opération. Mais il y a une structure de conduite que j'explique et que vous avez dans mon livre. Vous avez d'ailleurs avec tous les logos des différentes organisations qui participent
à cette opération. C'est une coordination d'une vingtaine de mouvements pour cette opération. Et encore aujourd'hui, quand on dit que, par exemple, l'armée israélienne se trouve à Khan Younes ou bien à Gaza Nord, etc., on s'aperçoit que les combattants palestiniens finalement fonctionnent. Vous avez des opérations qui sont menées conjointement par le Hamas et les comités révolutionnaires populaires, ou bien le djihad islamique palestinien, ou bien d'autres encore. Donc on voit que c'est des opérations combinées, exactement comme vous aviez d'ailleurs après la réunification des mouvements de résistance après 1942 en France. Vous aviez des opérations qui étaient menées conjointement par différents mouvements, quand bien même vous aviez des mouvements socialistes, royalistes, de gauche, de droite, communistes, etc. Tout ça était arrangé dans une structure de conduite commune, avec un objectif commun qui était de bouter les Allemands hors de France. Et voilà. Et vous avez exactement le même mécanisme qui s'est mis en place à Gaza. Donc, il est très réducteur de parler du Hamas à Gaza. On a vraiment une coalition de mouvements, de tendances très diverses, dont pas toutes d'ailleurs sont d'obédience religieuse, obédience religieuse, c'est de nouveau un peu une déformation, parce que le Hamas n'est pas vraiment d'obédience religieuse, même si il s'est placé sous le signe de l'islamisme étant à leurs yeux l'équivalent. C'est un nationalisme basé sur la religion, au lieu d'avoir un nationalisme basé sur les frontières, si vous voulez, ou les frontières géographiques. C'est un nationalisme basé sur la religion. Mais donc c'est très différent, par exemple, de l'État islamique, par exemple. Doctrinalement, c'est extrêmement différent. Donc voilà, le 7 octobre. Le 7 octobre, du coup, on a un rassemblement de différents groupes menés par le Hamas qui va faire quand même en Israël, donc d'une part un grand nombre d'otages et d'autre part des massacres assez, même complètement épouvantables, qui reviennent en Palestine avec leurs otages en espérant, si j'ai bien compris votre pensée, que comme ça ils vont pouvoir négocier avec Israël et récupérer une partie des 5000 prisonniers palestiniens qui sont en Israël. Et qu'est-ce qui se passe depuis, en fait? Parce que depuis, on a l'impression que le Hamas se terre autant qu'il peut, que de temps en temps, il y a des négociations, mais c'est des trêves qui sont rompues par l'un des deux camps. C'est difficile de savoir lequel rompt les trêves. Que les otages visiblement ont quand même des vies, c'est absolument catastrophique. Hein. Je voudrais pas qu'on ait l'impression de donner le beau rôle au Hamas, hein, parce que j'ai l'impression que c'est quand même c'est assez ignoble, et qu'en même temps Israël, eux, bombardent et forcément tuent en même temps des civils palestiniens, parce que quand vous faites une guerre, quoi. C'est moche la guerre, et puis ça n'existe pas, les guerres propres. Qu'est-ce qui se passe depuis 5 mois? Enfin, quelle est votre vision de ce qui se passe depuis 5 mois et de vers où est-ce qu'on va, en fait? Alors effectivement, vous avez assez bien résumé la chose. Donc il faut bien rappeler d'abord que le 7 octobre, les combattants palestiniens avaient pour des objectifs militaires. C'est important de le dire. Donc c'est des positions militaires de l'enveloppe de Gaza. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas trouvé autant de militaires qu'ils s'attendaient à trouver. Pour une raison assez qu'on connaît, c'est que simultanément à ce qui s'est passé à Gaza, il y a la Cisjordanie qui commençait à s'enflammer à cause de la pression des colons israéliens qui essayaient de s'étendre, et de manière assez violente d'ailleurs. Par conséquent, une partie de la division de Gaza a été déplacée sur la Cisjordanie, avec pour résultat que ça a dégarni le paysage, si vous voulez, ou la sûreté, la surveillance autour de Gaza, c'est-à-dire dans l'enveloppe de Gaza. Et on le sait parce que typiquement, quand on parle, par exemple, de ce fameux festival de musique,
qui s'est déroulé, qui était d'ailleurs finalement adossé à la base militaire de Reim, qui est la base où se trouve le commandement de la division de Gaza, ou en tout cas un des postes de commandement de la division de Gaza, et c'était l'objectif des Palestiniens. Et quand ils sont arrivés, ils se sont trouvés face à un festival de musique qu'ils n'avaient pas prévu de trouver. Et pour une bonne et simple raison, c'est que ce festival de musique était prévu de s'arrêter le vendredi soir précédent. Et que, à la demande des organisateurs, parce que manifestement ce festival se déroulait bien, les autorités avaient accordé une prolongation jusqu'au samedi matin. Et alors, les Palestiniens se sont trouvés confrontés avec des gens qu'ils ne s'attendaient pas à voir là, et qui a certainement contribué à créer une confusion dans tous les sens du terme. D'abord parce que même la police israélienne a rapporté que les combattants palestiniens ont commencé à demander leur chemin aux festivaliers. Donc on voit bien que les festivaliers n'étaient pas l'objectif des Palestiniens, et c'est la police israélienne d'ailleurs qui l'a dit elle-même. Donc si vous lisez mon livre, vous remarquez que mes sources sont pratiquement toutes israéliennes. Hein. C'est essentiellement des enquêtes qui ont été faites après le 7 octobre par des journalistes israéliens des médias israéliens. Et donc, c'est le journal Haaretz, si ma mémoire est bonne, qui rapporte que la police israélienne avait effectivement constaté que, vraisemblablement, les Palestiniens n'avaient pas pour objectif d'attaquer le festival de musique, mais qu'ils se sont trouvés confrontés avec des gens. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, enfin pas pour la petite histoire, mais pour expliquer ça, il y a eu, durant la nuit qui précédait l'attaque du Hamas, les services de renseignement israéliens ont capté des indices d'une activité anormale, et il y a eu des réunions d'urgence qui se sont déroulées à minuit, donc pratiquement 6 heures avant le début de l'attaque, puisqu'elle a commencé à 6 heures, grosso modo 6h30 du matin. Et donc, après coup, il y a eu dans la presse et au niveau politique aussi, on s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'on a autorisé la prolongation du festival alors que simultanément, il y avait des réunions d'urgence parce qu'on avait détecté des indices d'une activité anormale qui pouvaient indiquer que quelque chose se déroule. Donc il y a eu là aussi un problème au niveau de la conduite israélienne où on n'a pas su interpréter les signaux qu'on avait observés, et on n'a pas su non plus les traduire par des mesures de sécurité qui auraient protégé les festivaliers. Et puis il y a eu, comme je l'ai dit, il y avait pas, entre guillemets, si vous me passez l'expression, pas assez de soldats pour que les Palestiniens les prennent. Ils sont allés dans les kibboutz autour, et typiquement à Be'eri, vous avez d'ailleurs une des rescapées qui disait, le Palestinien est entré dans la maison, et puis il m'a demandé de téléphoner pour faire venir les forces de sécurité. Donc, il a demandé que je les alerte parce que leur but, c'était de prendre des militaires et non pas des civils. Et pourquoi prendre des militaires? Parce que dans leur esprit, et probablement aussi par expérience, puisqu'ils avaient eu l'expérience du cas du soldat Gilad Shalit, qu'ils avaient pu échanger en 2011, si ma mémoire est bonne, contre plus d'1 millier de prisonniers palestiniens. Donc ils avaient comme dans l'idée de prendre des militaires, mais c'est pour ça que ça avait plus de valeur, entre guillemets, pour une valeur d'échange, en quelque sorte. Et ça a un autre mérite, si vous me passez l'expression, c'est que quand vous prenez des militaires, ce sont pas des otages, du coup, ce sont des combattants, puisque vous êtes dans une action de résistance, donc vous vous battez contre des militaires. Donc, si on était précis avec les termes, aujourd'hui, on dirait que il y a les civils que détient le Hamas aujourd'hui correspondent à la définition d'otages, mais les militaires détenus par le Hamas correspondent à la définition de prisonniers de guerre, en réalité. N'est-ce pas? Si on était rigoureux avec la terminologie, et avec l'idée que ces prisonniers, respectivement otages pour les civils, puissent être échangés. Donc il y avait chez les Palestiniens, il y avait clairement l'idée d'avoir une monnaie d'échange essentiellement militaire, et puis les événements ont fait qu'ils ont été précipités dans une situation où finalement ils ont pris, passez-moi l'expression, ce qu'ils avaient sous la main
entre guillemets, et ils ont pris des civils, et du coup, on est dans une situation qui devient, disons, beaucoup moins claire, à la fois du point de vue juridique et surtout du point de vue politique aussi. Mais bref, ça c'était l'idée. Alors, quand vous avez parlé des massacres, alors on a effectivement, et ça a été notamment les déclarations du gouvernement palestinien, du gouvernement israélien, pardon, d'écrire des scènes apocalyptiques, etc. Aujourd'hui, avec le recul et avec les informations qui sont sorties dans la presse israélienne ces 5 derniers mois, et pratiquement ça revient pratiquement tous les jours, des nouvelles informations, on s'aperçoit que la situation est quand même beaucoup moins claire que ce que vous sembliez dire vous-même dans votre introduction. Pourquoi? Parce que les Palestiniens, lorsqu'ils ont attaqué le 7 octobre au matin, vers 6h30, leur première action a été, comme on fait dans une opération militaire d'ailleurs, c'est de détruire les systèmes de renseignement israéliens. C'est-à-dire qu'ils ont détruit toutes les tours d'observation, tous les systèmes de surveillance, et y compris les caméras de télévision, etc., qui permettaient au commandement israélien d'avoir une certaine vision du champ de bataille, si vous me passez l'expression. Résultat des courses, la division de Gaza, qui est stationnée dans l'enveloppe, est devenue tout d'un coup aveugle à ce qui se passait. Et on le sait parce que vous avez des journalistes du journal Idiot Ahronot qui ont reconstitué minutieusement toute cette journée du 7 octobre, heure par heure, et on voit très très bien que les militaires, ceux qui restaient dans l'enveloppe de Gaza, ont été totalement aveugles et incapables de savoir ce qui se passait réellement. Ils ont vu qu'il y avait une attaque, très clairement, mais ils étaient incapables d'en mesurer l'ampleur, de voir exactement où elle se situait, quelle était, d'estimer sa portée. Ils avaient toujours des plans parce que il y avait toujours cette idée. Les Israéliens, on a essayé de faire passer leur incapacité à détecter l'attaque comme étant il y a eu des théories complotistes comme quoi ça aurait été Benjamin Netanyahu qui l'a fait. Je ne le pense personnellement pas. Je pense qu'il y avait de bonnes raisons pour les Israéliens de ne pas être capable, je pense, dans n'importe quel pays, on aurait eu, dans la même situation, on aurait été incapable de détecter l'attaque. Et puis, par contre, les Israéliens ont toujours pensé que on pouvait avoir comme ça des incursions de commandos, de petits commandos, pour prendre une personne et puis l'utiliser comme monnaie d'échange. Donc, on imaginait bien une opération comme ça, mais dont la dimension était très, très différente de celle qui s'est déroulée le 7 octobre. Et alors, incapable de savoir ce qui se passait dans sa zone, le commandement de la division de Gaza a appelé Tel Aviv, le haut commandement, le QG de Tel Aviv, pour demander s'ils étaient capables d'avoir une meilleure vision du terrain, si vous voulez. Et là, le commandement de Tel Aviv a envoyé des hélicoptères de combat en reconnaissance, si vous voulez. Et puis là, ils ont vu, finalement, ils n'ont pas pu voir grand-chose. Ils ont vu une foule de jeunes qui couraient dans tous les sens, des Palestiniens qui étaient au milieu, qui couraient aussi dans tous les sens. Bref, ils n'ont pas réussi à avoir une image très claire de la situation. Et ce qui s'est passé, c'est que le commandement israélien, et ça c'est documenté, de nouveau je n'invente pas du tout, ça a été documenté par les journalistes israéliens, c'est que le commandement israélien a donné le feu vert aux pilotes d'hélicoptères pour tirer dans le tas. Et en fait, il est possible que les Palestiniens aient commis des crimes de guerre ce jour-là, c'est parfaitement possible, mais apparemment, la nature des dégâts qu'on peut observer après coup, la nature des destructions qui ont été observées dans des kibboutz comme Be'eri par exemple, montre que on a des armes considérablement plus puissantes que celles des Palestiniens qui ont été utilisées et qui correspondent effectivement aux missiles qui auraient été tirés par les hélicoptères israéliens. Et d'ailleurs, il y a un colonel de l'armée de l'air israélienne qui l'a avoué dans les médias. Donc, on est avec quelque chose qui est
qui relève beaucoup de la panique entre guillemets qu'il y a eu dans la conduite israélienne à ce moment-là, ne sachant comment réagir. On a réagi un peu n'importe comment, avec comme résultat que probablement la grande majorité des victimes du 7 octobre sont le résultat, en réalité, de l'armée israélienne. Et on a le témoignage, vous pouvez le voir dans mon livre d'ailleurs, de cette jeune commandante de char Merkava. Bon, c'est des jeunes, hein, on voit aussi que c'est des militaires très jeunes. Quand vous observez la liste des militaires qui sont morts le 7 octobre, j'ai essayé de passer en revue toute la liste des morts, on a un âge médian de 21 ans. Donc ça veut dire qu'on a des gens qui sont très peu expérimentés, qui ont probablement jamais été au combat avant ça, qui se sont trouvés dans une situation qui les dépassait totalement. Et quand on voit le témoignage de cette jeune commandante de char, elle est arrivée dans le kibbutz Be'eri avec son char, et puis on lui a dit de tirer sur les maisons. Elle a demandé s'il y avait des civils. On lui a dit t'occupe pas de ça, tire. Et puis voilà, elle a tiré. On est exactement dans cette situation-là. Pour répondre à l'urgence, on a finalement sacrifié la réflexion, si vous voulez, et on a un peu tiré un peu n'importe où. Alors il est probable que de part et d'autre, il y a eu des crimes de guerre. Je pense que de nouveau, maintenant de plus en plus en Israël d'ailleurs, et ça, il y a des gens qui ont commencé à déposer plainte contre le gouvernement israélien parce que justement on avait utilisé manifestement des armes qui étaient, c'est pas les Palestiniens qui ont tiré, c'est manifestement des Israéliens qui ont tiré, et on est un peu dans cette situation. Alors de nouveau, j'avoue que c'est très. Je vous interromps 2 secondes parce que c'est extrêmement surprenant ce que vous dites. Honnêtement, moi, je m'attendais pas du tout à ce genre de choses. Je connais l'histoire telle qu'on nous l'a racontée dans les médias. Il y a a priori beaucoup de témoignages qui parlent aussi d'atrocités commises par les Palestiniens. Et dans ce que j'entends, de ce que vous nous dites, je n'ai vu ça dans aucun média forcément français, puisque je lis pas les médias israéliens. Donc, je ne vois dans aucun média français, je n'ai entendu parler de l'armée israélienne qui aurait tiré sur les kibbutz ou de missiles ou de choses comme ça. Donc, moi, je crois sur parole, mais c'est très surprenant ce que vous dites. Oui, bien sûr que c'est surprenant pour quelqu'un qui effectivement suit les médias français, mais quand vous suivez les médias israéliens, vous avez une image très différente. D'ailleurs, quand vous regardez mon livre, vous avez des captures d'écran, des interviews, par exemple, de cette commandante de char. Vous avez les captures d'écran des déclarations des uns et des autres. Il y a toutes les références, d'ailleurs, les 2 journalistes, Idiot Ahronot, qui ont fait cette étude. Vous pouvez d'ailleurs regarder. Alors, elle est en hébreu. Il est vrai, il faut la traduire avec Google ou je sais pas quoi. Mais enfin, quand vous lisez ça, vous verrez que l'image qu'on a de cette journée, qui a été reconstituée par des journalistes israéliens, est très très différente de celle que nous avons. Alors le problème est que je ne prétends pas avoir la vérité là-dessus. Et toute la vérité, il y a certainement une quantité de zones d'ombre là-dessus. Le problème est que le narratif sur lequel nous fondons notre image de la situation, finalement, a servi aujourd'hui pour justifier une politique qui, elle, est, comme l'a qualifié le qualifie la Cour internationale de justice, comme un plausible génocide. Donc c'est ça un peu la problématique. Vous comprenez? Si on avait simplement une différence de point de vue, et puis les uns disent A, les autres disent B, on pourrait se dire bon ben voilà, chacun a son point de vue. Le problème c'est qu'ici on a un narratif qui justifie une action qui n'est pas qui est contraire au droit international. Or typiquement vous avez encore aujourd'hui des gens qui vous parlent des bébés tués le 7 octobre. Or, quand vous regardez la liste des victimes du 7 octobre, il n'y a qu'un seul bébé qui a été tué, et il a été par balle, et selon les témoignages d'une personne qui l'a survécu, qui a témoigné dans les médias israéliens, elle a été tuée par des balles israéliennes, pas par des Palestiniens. Donc l'histoire des 40 bébés éventrés
des 40 bébés décapités n'a jamais existé. La femme éventrée dont on a retiré le bébé, etc., est une invention pure, dont les images qui ont circulé, en fait, des images qui ont été récupérées du Mexique ou je ne sais pas où. Donc, il y a des recherches, il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur chacun de ces crimes, et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on gratte, on s'aperçoit qu'on a finalement un narratif qui s'est créé autour de choses, y compris les témoignages. Je viens encore de lire aujourd'hui des principales sources de témoignages de ces soi-disant carnages, qui est membre d'une ONG israélienne. Mais de nouveau, on a une ONG qui est ultra religieuse, ultra nationaliste, et il raconte quelque chose, et lui-même est obligé d'avouer devant le journaliste qu'en réalité, il n'a pas vu ce qu'il a dit avoir vu. Donc on a effectivement un narratif. Il racontait avoir vu des bébés sauf erreur, dans le kibbutz de Be'eri, qui avaient été, ou des enfants, plus exactement, des enfants qui avaient été attachés ensemble, une vingtaine d'enfants qui avaient été attachés ensemble et brûlés vifs par les Palestiniens. Or, aucun rapport n'indique que ça se soit passé, donc aucun rapport officiel, parce que ce que disent les gens, c'est une chose, les rapports officiels en disent une autre, et on n'a absolument aucun rapport. Et effectivement, le journaliste lui pose la question, lui dit oui, mais est-ce que vous nous dites il n'y a aucun rapport qui le dit? Et finalement, il doit avouer que oui, peut-être il n'a pas vu exactement ça. Et puis voilà. Donc, vous voyez, on a de nouveau le problème de ça. Il n'est pas de disculper le Hamas, etc., mais c'est qu'au contraire, on a créé un narratif qui justifie le massacre de populations civiles. Parce que systématiquement, sur nos médias, quand on vous dit on peut pas bombarder des populations civiles, on dit oui, mais le 7 octobre, ils ont fait ci ou ça. Alors déjà, c'est une absurdité en termes légaux, parce que quel que soit un crime, quelle que soit sa nature, quelle que soit son horreur, quelle que soit sa dimension, ça ne justifie pas que vous en commettiez vous-même un autre après. Donc, mais ça, apparemment, pour nos médias, BFM TV, LCI, etc., un crime peut parfaitement légitimer un autre. C'est ça qui est dramatique, vous comprenez? C'est pour ça que l'idée ici, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pas pour disculper les uns pour les autres, les uns ou les autres, mais c'est pour essayer de ramener l'église au milieu du village, si vous voulez, et puis de montrer que les choses sont beaucoup plus nuancées, et en aucun cas on peut s'appuyer sur ce qui s'est passé ou sur ce que nous ont raconté les médias pour ensuite justifier une politique d'intransigeance totale avec le Hamas ou quiconque. C'est ça le propos. C'est pas du tout de savoir qui a raison ou qui a tort, mais de dire attention, il y a une zone qui est très très grise et on ne peut pas se fonder, on peut pas avoir un jugement noir-blanc sur cette affaire. On est dans des zones de gris et il faut les assumer pour ensuite entrer dans un dialogue, etc. Donc, de même, l'idée, vous avez dit que le Hamas est considéré comme terroriste. Oui, il est considéré comme terroriste par des pays occidentaux, mais même pas par la totalité des pays occidentaux, ni même par la totalité du monde. Vous comprenez? Donc de nouveau, on est dans des appellations qui ont un caractère plus politique que factuel, parce que c'est d'ailleurs la même chose. Je reprends l'exemple de la résistance française. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands appelaient les résistants des terroristes. Aujourd'hui, les résistants et les rescapés, les historiens parlent plutôt de résistants que de terroristes. Donc on est sur une appellation qui a un fondement extrêmement politique. Alors bon, la Deuxième Guerre mondiale, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, les implications de ces appellations et de ce vocabulaire, de cette sémantique, sont aussi que finalement on accentue le problème plutôt qu'on le résout. Et moi, je pense que la question d'appellation terroriste, on devrait finalement éviter ce genre d'appellation parce qu'elle tend à nous retenir d'avoir une solution politique, parce que comment dire, les Occidentaux ont l'impression que quand on ne parle jamais avec un terroriste, bah,
Donc, alors, si on appliquait cette logique-là, eh bien, les Anglais n'auraient jamais résolu le problème d'Irlande du Nord. On parlerait pas aux Israéliens parce que l'Israël est né du terrorisme. Hein. Les premiers dirigeants israéliens ont été des membres de l'Irgun, de la Haganah et d'autres des mouvements qui étaient considérés comme terroristes à l'époque. Donc, on n'adresserait pas la parole à Israël aujourd'hui si on appliquait cette logique. Donc, il faut être vous voyez, il faut regarder les choses un peu plus avec un peu plus de profondeur. Il y a un moment, il faut faire la part des choses et voir qu'il y a des situations qui nous conduisent à des choses où peut-être même on n'aurait pas envie de le faire. Moi, j'ai toujours dit si mon pays était occupé par une puissance étrangère, je deviendrais très méchant. Alors que j'ai plutôt tendance à prôner la paix et plutôt l'apaisement dans les différents conflits que j'ai décrits. L'idée, c'est d'essayer de revenir sur une position médiane, de faire que tout le monde puisse avoir un jugement qui fasse la part des choses dans ce conflit et pas simplement un jugement noir-blanc comme des médias nous proposent. Mais si j'étais moi-même impliqué dans un conflit, comme je l'ai dit, si j'étais ukrainien, je me battrais certainement comme un Ukrainien. Et si j'étais russe, je me battrais comme un russe. Et si j'étais palestinien, je me battrais comme un palestinien. Et si j'étais israélien, je me battrais comme un israélien. Et je reconnais tout autant le droit des Israéliens de se défendre. La question, elle n'est pas là. La question, elle n'est pas dans ce droit-là, mais la question est de la manière dont on le fait. Et comme je dis, que moi-même, si je devais défendre mon pays, je deviendrais très méchant. Ça ne veut pas dire pour autant que ce que je ferais soit légal. Et je comprendrais que des gens me disent, mais ce que tu fais n'est pas légal. Et donc, l'effort qu'on doit faire, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure on arrive à résoudre les solutions sans tomber dans les excès. Et je sais que c'est pas une chose qui est facile parce que à la guerre, et j'ai moi-même été, dans le cadre de mes activités aux Nations Unies, j'étais que dans des zones de crise, notamment en Afrique, et je sais ce que signifie la montée d'adrénaline et la montée d'émotions quand vous voyez des choses qui vous révoltent. Mais il y a un moment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est payé comme militaire, c'est pour maîtriser ça et revenir à la raison et puis commencer à faire la part des choses, à savoir comme on le dit, maîtriser la force, n'est-ce pas? C'est ça l'idée centrale. Juste pour finir, parce que la vidéo là déjà doit faire presque 1 heure, même plus d'1 heure, mais bon, moi j'avoue que j'ai été très très surpris, mais tant mieux parce que justement ça permet d'avoir un autre éclairage sur les choses. Et est-ce que finalement il y a une solution? C'est-à-dire que est-ce que, comme je le disais en introduction, on va voir ce conflit entre la Palestine et Israël jusqu'au restant de nos jours, et nos enfants nous les verront aussi, ou est-ce qu'il y a une solution? La solution à 2 États, elle est, j'allais dire amusante, c'est pas drôle du tout, mais elle est intéressante intellectuellement, mais on voit bien que j'en ai toujours entendu parler, moi, la solution à 2 États, depuis que je suis en âge de comprendre ce que les gens disent, j'en ai entendu parler. On voit bien que, voilà, 30 ans plus tard, il y a rien de changé. Donc, est-ce que vous pensez qu'on va arriver à une solution? Est-ce que vous pensez que une guerre perpétuelle, quoi, jusqu'à ce qu'il y en ait un plus fort que l'autre qui écrase l'autre? Oui, alors le problème, c'est malheureusement, on s'achemine un petit peu dans cette direction, dans cette dernière direction, ce qui me désole un peu, parce que quand on observe l'histoire, quand on observe l'évolution des choses, on s'aperçoit qu'effectivement, les Palestiniens ont fait l'objet d'une injustice depuis 1947 en réalité, et que les Occidentaux, comme les Occidentaux préféraient soutenir Israël, eh bien, les Palestiniens ont fait les frais entre guillemets de cette injustice, parce que aucun occidental n'a eu l'intérêt de résoudre leurs problèmes. On préférait soutenir notre allié au Proche-Orient, qui a souvent été considéré comme une sorte de bastion avancé de l'Occident au Proche-Orient. C'était particulièrement vrai à l'époque de la guerre froide, où vous aviez pratiquement tous les pays qui entouraient Israël qui étaient
à l'exception de la Jordanie probablement, mais disons la plupart des pays qui entourent Israël étaient pro-russe ou pro-soviétique à l'époque, n'est-ce pas? Et donc on avait un petit peu cette idée que c'était notre avant-garde occidentale, et c'est pour ça qu'on a préféré soutenir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, les Palestiniens étaient eux-mêmes un peu l'avant-garde des soviétiques à l'époque. Donc il y a eu on n'a jamais ressenti le besoin, si vous voulez, de soutenir et de se mettre du côté, de comprendre les Palestiniens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la guerre froide n'existe plus. On s'aperçoit que le problème demeure, que leurs revendications sont des revendications légitimes. Je ne dis pas que leurs actions sont toujours légales, mais les revendications sont légitimes. Et par conséquent, il faudra trouver une solution dans ce cadre-là. Et à mon avis, en dehors d'une solution politique, eh bien, soit il y aura l'écrasement de l'un ou de l'autre. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que Israël, en misant sur l'activité, la force ou la violence pour résoudre le problème, est en train de se mettre au banc de la société internationale. C'est un phénomène nouveau qu'on n'avait jamais eu auparavant. C'est-à-dire que maintenant, notamment avec la plainte déposée par l'Afrique du Sud, eh bien, vous avez un Israël qui est accusé d'une plausibilité de génocide à ce stade, mais avec tout ce qu'on observe tous les jours et puis ce qu'on entend aussi dans les milieux des Nations Unies, eh bien, on s'achemine un petit peu vers une condamnation de génocide. Mais maintenant, imaginez-vous ce que signifie une condamnation de génocide pour Israël, qui est un pays qui dépend assez largement de l'Occident quand même, qui a des relations économiques avec Israël, qui vend beaucoup d'armes et qui en achète beaucoup aussi. Est-ce qu'on continuera à acheter des armes à un pays génocidaire? Est-ce qu'on vendra des armes? Les États-Unis laisseront jamais les États-Unis, même si Israël avait fait un génocide. Et franchement, je suis pas moi sur cette ligne-là. Je préfère le dire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la vidéo. Mais je suis pas du tout moi sur cette ligne-là. Mais même si Israël avait commis un génocide, jamais les États-Unis ne laisseraient Israël être condamné pour génocide. Alors, c'est possible. Qu'après Israël soit mis à la marge, on le sent déjà, on voit bien que même la France est en train de faire machine arrière, que tous les politiciens sont en train de faire machine arrière et qu'Israël est de plus en plus isolé actuellement. Mais même les États-Unis, c'est ça le problème, c'est que même les États-Unis aujourd'hui, et je me rappelle, moi j'ai habité en tout 4 ans aux États-Unis, et durant mes 2 passages, j'ai fait 2 fois 2 ans à New York, et chaque fois d'ailleurs, c'est assez intéressant que systématiquement dans les colonnes de New York Times, vous avez le souci de la communauté juive américaine que les jeunes ne s'identifient plus avec la cause que défend Israël. Il y a un hiatus toujours plus grand entre les valeurs que les jeunes juifs américains ont en tête et l'action israélienne. Donc il y a un écart toujours plus grand. Alors je pense pas non plus que les Américains vont laisser tomber Israël du jour au lendemain. Ça c'est très probable. Quoique maintenant vous voyez que les tensions sont encore très grandes, sont de plus en plus grandes d'ailleurs entre Israël et les États-Unis. L'électorat juif américain est très démocrate. Et actuellement, ils sont en train d'abandonner Joe Biden. Alors, il y a l'échéance des élections présidentielles, ou de l'élection présidentielle, qui accentue encore le phénomène. Mais il y a un réel problème d'isolation pour Israël, ce qui ne signifie pas qu'Israël pourrait être totalement abandonné. Mais vous comprenez, admettons que les pays arabes, pour des raisons de ce qui se passerait, par exemple à Al-Aqsa, etc., que les pays arabes se liguent contre Israël. Est-ce que les Américains, moi j'ai eu beaucoup de contacts avec des militaires américains puisque j'ai travaillé à l'OTAN, comme vous le savez, j'ai eu beaucoup de contacts avec les Américains d'une manière générale parce que j'ai été aussi formé chez eux. J'ai jamais vu un militaire américain bien intentionné à l'égard d'Israël. C'est intéressant. Il garde toujours
ils gardent toujours en tête, faut pas oublier qu'Israël a coulé un de leurs bateaux en en 1967, le USS Liberty, qui a été coulé par Israël délibérément, et ça, les militaires américains ne l'ont toujours pas avalé. Et ça, pour eux, Israël est un pays, ils sont disciplinés, donc ils font ce que leur gouvernement dit, mais il y a toujours une très grande méfiance. Et puis ça s'est encore ajouté par le fait, les révélations dans les années 90, que l'attentat de Beyrouth contre la caserne des Marines en octobre, ou c'est octobre 1983, que les Israéliens avaient connaissance préalable de l'attentat, mais qu'ils n'ont rien dit pour que l'attentat se passe, parce qu'ils pensaient que comme ça, les Américains s'impliqueraient davantage au Moyen-Orient. Donc il y a eu comme ça, et ça, les Américains le savent. Nous, on a oublié tout ça, mais les Américains le savent très bien, et surtout les militaires américains. Donc, il y a une très grande méfiance à l'égard d'Israël, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne répondraient pas aux ordres si Israël leur demandait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la situation d'Israël, elle est, oui, politiquement, quand on regarde en surface, il y a un fort soutien, mais je pense que ce soutien, il est beaucoup plus, comment dire, il est un peu plus fragile que ce qu'on pense. Et je pense qu'Israël ferait bien d'avoir une politique qui soit plus accommodante avec ses voisins. D'abord, vous savez, il y a deux manières de concevoir la sécurité. Et Israël a une notion de sa sécurité qui consiste à montrer les dents plus fort que ses voisins. C'est un petit peu sa politique depuis son existence d'ailleurs. C'est pour ça que d'ailleurs que je fais la comparaison dans mon livre entre la politique de sécurité suisse et la politique de sécurité israélienne, parce que stratégiquement, c'est des positions qui sont assez proches. C'est pas le même contexte exactement, mais qui a beaucoup de similitudes. Et l'approche, par contre, est diamétralement opposée. Et je pense que Israël serait bien inspiré d'avoir une réflexion sur l'avenir de son existence dans la région, de façon à ce il soit mieux intégré. Vous savez, si vous regardez mon livre, l'opération déluge de l'Aqsa, le sous-titre est La défaite du vainqueur. C'est le même sous-titre que j'ai utilisé il y a 20 ans dans un livre que j'ai écrit sur la guerre asymétrique, qui était axé cette fois-ci, qui était toujours axé sur la lutte contre le terrorisme palestinien, mais cette fois-ci sur la base des événements de la deuxième intifada. Et j'avais constaté que Israël avait une stratégie qui finalement avait des avantages, lui apportait des avantages tactiques, mais lui mettait dans une situation stratégique plus difficile. Et aujourd'hui, on est exactement là-dedans. Il est possible qu'Israël arrive à écraser le Hamas. C'est possible. Mais est-ce qu'il arrivera à le faire sans détériorer sa situation stratégique? Eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas ça. Et par conséquent, je pense que là, il y a une réflexion à faire en Israël. Commencer à réfléchir, un petit peu comme les Britanniques ont dû le faire à propos de l'Irlande du Nord. Il y a un moment, il faut se dire, bon, ben, on arrête de discuter avec des bombes et on commence à entrer dans un processus politique et on négocie. Et ça voudra dire, comme les Palestiniens, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qu'ils ont été victimes finalement d'injustices, beaucoup, ça veut dire qu'il faudra revenir sur certaines de ces injustices. Et ça veut dire un effort qui sera d'autant plus grand que Israël a essayé, typiquement, par exemple, dans les implantations en Cisjordanie, qui sont illégales, totalement illégales du point de vue du droit international. Vous voyez, si la communauté internationale, et notamment les Occidentaux, était intervenue suffisamment tôt dans le processus, eh bien, il n'y aurait pas eu ces implantations et on aurait des solutions plus faciles. Aujourd'hui, plus on avance, plus ces implantations se développent, plus le phénomène devient difficilement réversible, pour ne pas dire irréversible. C'est-à-dire que la marche arrière sera d'autant plus douloureuse qu'on avance vers le futur et impliquera de la part d'Israël des sacrifices d'autant plus grands qu'on continue à progresser dans le temps. Mais on voit bien que les Palestiniens, de nouveau, les résolutions de l'ONU sont très très claires sur ce point. Les territoires que l'on appelle territoires occupés aujourd'hui sont des territoires qui ont été acquis illégalement et que
Israël, déjà en 1967, la résolution 242 des Nations Unies, du Conseil de sécurité, imposait à Israël de restituer ces territoires. Or, ça n'a pas été fait. Eh bien, on est dans une situation qui sera toujours, plus on avance, plus elle sera douloureuse pour les Israéliens. Elle sera douloureuse en termes de politique étrangère, elle sera douloureuse aussi en termes de politique intérieure, et elle sera probablement douloureuse en tant que société israélienne. Parce que, admettons, et on n'en est pas encore là, mais admettons qu'Israël décide de restituer ces territoires. Quid de ces implantations? Est-ce que ça deviendra des implantations dans un territoire palestinien? Et donc soumises au droit palestinien, du coup? Ou bien est-ce qu'il faudra rapatrier ces gens et les mettre à l'intérieur du territoire israélien, c'est-à-dire le territoire de frontières qui d'ailleurs n'ont jamais été arrêtées par Israël? La frontière que nous avons aujourd'hui, ou la surface que l'on voit sur la carte, quand on parle de l'État d'Israël, quand on a enlevé les territoires occupés, c'est un territoire qui est reconnu de facto, mais pas de jure. Parce que, en réalité, les Israéliens se sont toujours refusés à définir leurs frontières, précisément pour pouvoir les agrandir. Et ça date de la veille même de la déclaration d'indépendance israélienne. Donc, on est dans une situation où Israël s'est mis lui-même dans une situation qui est difficile et qui, au fil du temps, deviendra toujours plus difficile à assumer. Et la pression internationale, elle, s'accentue et on le voit. Alors là, on touche un problème, j'allais dire macro géopolitique, qui est, et comme on l'a évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, la plainte déposée devant la Cour internationale de justice, elle a été portée par l'Afrique du Sud, pas par un pays occidental d'ailleurs, qui aurait pu le faire bien plus tôt. D'ailleurs, si on l'avait fait il y a 40 ou 50 ans, on serait dans une situation beaucoup plus facile à gérer. Mais aujourd'hui, on le fait et les conséquences risquent d'être d'autant plus dommageables pour Israël. Mais ça vient du Sud. Et aujourd'hui, quand vous voyez aussi, vous qui êtes plutôt dans le domaine économique, eh bien, vous voyez les répercussions qu'ont les actions des Houthis dans la mer Rouge. Et vous voyez que ceux-ci, ils ont en fait ce que font les Houthis, ils font exactement ce qu'ont fait les Occidentaux, mais avec leurs moyens, c'est-à-dire d'appliquer des sanctions contre Israël jusqu'à ce que Israël cesse ou accepte un cessez-le-feu. Donc ils appliquent exactement, ils disent voilà, les Occidentaux quand ils veulent obtenir quelque chose, ils appliquent des sanctions, quitte à si vous voulez enforce, comment dire, mettre en vigueur ces sanctions par la force, n'est-ce pas, comme ça a été fait à propos de l'Iran et d'autres. Eh bien, les Houthis font finalement la même chose. Et on s'aperçoit que, en réalité, derrière l'Afrique du Sud et les Houthis, on a une nouvelle perception du Sud global par rapport aux Occidentaux, où on ne croit plus en la parole de l'hémisphère nord et où finalement on essaye si vous voulez, imposer ou de s'imposer par rapport au Nord. Donc, on est dans une situation qui stratégiquement s'est développée, qui va affecter très certainement, alors qui va affecter l'Occident en général, mais Israël étant considéré comme étant ce bastion, ce poste avancé de l'Occident, dans le Sud global, eh bien, effectivement, il est davantage exposé. Et ça, c'est une situation nouvelle qui mérite, à mon avis, pour la réflexion stratégique, d'être prise en compte. Donc, il s'agit pas ici, et c'est pas du tout le but de mon ouvrage, d'essayer de distribuer les bons points et les mauvais points, mais d'essayer de remettre un petit peu de revenir aux faits et pas simplement au narratif qu'on a, parce qu'on a une image, je dirais presque une imagerie à propos du conflit israélo-arabe qui est extrêmement simplifiée, extrêmement simplificatrice, et puis quand on regarde des détails, on s'aperçoit que finalement les Palestiniens ont certainement une revendication qui est parfaitement légitime. Est-ce que leurs actions le sont toujours ? On peut discuter ça, mais les revendications sont légitimes. Et tant que ces revendications légitimes ne sont pas
si vous voulez, remplie ou satisfaite, eh bien, on se trouvera dans cette situation. Et par conséquent, il y a un moment, il faudra arriver à convaincre les Israéliens que ce qui s'est passé depuis 75 ans, eh bien, c'est l'histoire, et que maintenant, il faut envisager le futur avec peut-être dans une autre perspective et peut-être avec une autre, j'allais dire, posture, de façon à garantir la pérennité de l'État d'Israël, sans quoi, je pense, et d'ailleurs beaucoup, je suis pas le seul à l'avoir dit, je suis en contact avec beaucoup de mes anciens homologues de services de renseignement un peu partout, et beaucoup disent Israël est en train de jouer avec le feu sur son existence même. Donc il y a vraiment une réflexion à se poser. On peut plus simplement se contenter du discours qu'on avait avant. Il y a des implications qui sont beaucoup plus larges. Je ne dis pas que Israël va disparaître demain, etc. Mais on sent qu'on est dans une dynamique qui est très différente. La relation qu'il y a entre le nord et le sud de l'hémisphère du globe, eh bien, est en train de changer. Et puis elle pourrait changer dramatiquement, d'autant plus dramatiquement d'ailleurs que les Occidentaux n'ont plus les moyens des politiques qu'ils pouvaient avant pratiquer. On voit bien aujourd'hui les limitations qu'il y a, ne serait-ce que pour la France, d'envoyer 2000 hommes en Ukraine. On voit les limitations politiques, mais aussi les limitations opérationnelles. On voit qu'on n'est plus, on entre dans une phase où l'Occident n'est plus exactement l'Occident qu'il était il y a 50 ans. Et ça, c'est une vraie réalité. On a aujourd'hui des puissances émergentes. Alors évidemment, la Chine est évidemment le premier, mais c'est pas une puissance belliqueuse. Mais on a d'autres puissances qui pourraient, elles, avoir un regard beaucoup plus acéré sur la situation du Proche-Orient, et qui pourraient être animées d'intentions moins, j'allais dire, démocratiques, on pourrait dire, et on pourrait avoir une situation très différente auquel l'Occident n'est plus en mesure de répondre. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on pense que la solution militaire en Israël est une solution de court terme. Même si on arrivait à détruire le Hamas, on ne va pas détruire l'idée de la résistance, parce qu'elle n'a pas diminué, cette idée. Le Hamas est apparu, il risque de disparaître et d'être remplacé par un autre, et peut-être encore plus radical. Parce que, comme je l'ai dit, dans la bande de Gaza, la tendance, c'est de voir que le Hamas n'ayant pas de résultat, il faut encore radicaliser davantage. Donc on est dans quelque chose, on est dans quelque chose qui va dans la mauvaise direction. Et en réalité, je pense que le Hamas est certainement un mouvement qui est plus radical que ne l'était l'OLP de Yasser Arafat, mais avec lequel il est possible de discuter parce qu'il y a une volonté d'entrer dans un processus politique, même si l'action quoique, de nouveau, l'action du 7 octobre, elle était motivée par le retour à une action politique. Est-ce qu'ils l'ont fait de la bonne manière? On peut discuter tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a certainement une idée qu'on peut exploiter, l'idée que d'entrer dans un processus politique, que je suis certain, les Palestiniens sont prêts. D'ailleurs, on voit que c'est eux qui sont prêts à discuter. Qui aujourd'hui n'applique pas, quand il y a eu la résolution pour le cessez-le-feu qui a été adoptée par le Conseil de sécurité l'autre jour, eh bien, finalement, le Hamas a dit, c'est très bien, on va pouvoir travailler là-dessus. Du côté d'Israël, on a dit, on n'appliquera pas. Donc, on voit bien qu'on est sur deux postures qui sont très différentes, qui finalement correspondent à la posture qu'on a depuis finalement 75 ans. Les Palestiniens ont systématiquement revendiqué l'application des résolutions des Nations Unies. Ils se sont systématiquement appuyés sur le droit international pour le faire. De nouveau, est-ce que toutes leurs actions ont été conformes au droit? Alors, on peut vraiment discuter là-dessus, et j'ai fait une encyclopédie des mouvements terroristes dans lequel le Hamas figure. Donc, c'est un mouvement qui a certainement eu une phase terroriste. Je pense que c'est un mouvement qui a exprimé une intention de sortir de l'action terroriste, et je pense que c'est ce qu'ils essayent de faire depuis qu'ils sont en fait au pouvoir à Gaza.
et que on a une image un peu falsifiée parce que précisément, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a ces tirs de roquettes, mais ces tirs de roquettes, comme on les voit sans raison, on a l'impression que c'est simplement des actions simplement pour créer un dommage à Israël, alors qu'en réalité, c'est chaque fois une réponse à quelque chose, une action israélienne qui elle-même est illégale et qui est souvent, pratiquement d'ailleurs toujours, une rupture du cessez-le-feu. Et c'est d'ailleurs très symptomatique de voir que, par exemple, lorsqu'il y a eu, en janvier, Israël a mené une attaque contre un dirigeant du Hamas à Beyrouth, eh bien, ils ont éliminé finalement, enfin pas finalement, ils ont éliminé un des partisans du dialogue du Hamas. Donc c'est pas un faucon qu'ils ont éliminé. Donc on est un petit peu dans une dynamique où je pense que le mot terroriste tend à nous aveugler un petit peu et à fausser notre perspective. Il faudrait revenir à quelque chose qui est moins émotionnel, plus factuel, et puis se dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Britanniques ont su négocier avec des terroristes pour avoir la paix en Irlande du Nord. Donc ça veut dire que c'est possible de le faire. On arrive à faire ça. Il y a d'autres pays d'ailleurs qui ont négocié le virage du terrorisme, la Colombie, etc. Alors la Colombie, ils ont d'autres problèmes parce qu'il y a des questions de cartel et la criminalité organisée. Mais la question du terrorisme, typiquement, ils ont réussi, en tout cas en grande partie, à le résoudre en faisant le pas de dire on négocie avec un mouvement qui en plus voulait détruire l'État. Donc on n'est même pas dans un mouvement de résistance comme les Palestiniens qui veulent récupérer récupérer des terres, des territoires occupés, puisque c'est la position du Hamas. Ils ont dit ils sont contents d'avoir une solution qui respecte les frontières du 4 juin 1967. Autrement dit, c'est la carte d'Israël selon les frontières de 1940, la fameuse ligne verte que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est la frontière de facto d'Israël. Et puis d'un autre côté, les Palestiniens auraient les territoires dits occupés aujourd'hui, enfin qui sont occupés aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a une solution possible, alors que en Colombie, les mouvements avec lesquels le gouvernement a négocié, c'était des mouvements qui voulaient vraiment prendre le pouvoir à la place du pouvoir. Donc c'était une situation qui était beaucoup plus délicate et pourtant on a su négocier ce virage. Par conséquent, il est certainement possible de le faire également en Israël si la volonté est là. Jacques Beau, je vous remercie d'avoir terminé sur une note positive parce que moi je ne voyais que du négatif et j'avais vraiment l'impression que ça finirait jamais ou de manière exclusivement violente. Donc au moins on finit l'interview sur une note positive et je vous remercie aussi pour l'ensemble de cette interview, parce que voilà, vous avez un point de vue qui est vraiment qu'on entend très très peu sur ce qui s'est passé le 7 octobre et sur ce qui se passe depuis, et surtout un point de vue qu'on voit pas du tout dans nos médias. Donc je trouve très intéressant que vous ayez pu en parler. C'est un point de vue qui est basé sur le droit, et j'analyse les différentes résolutions. J'ai moi-même travaillé comme chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies. Donc c'est la question des résolutions des Nations Unies est une chose auquel je suis habitué d'analyser. Donc j'ai fait l'analyse, si vous voulez, de ce que dit le droit international. J'ai été formateur aussi pour le Comité international de la Croix-Rouge. Donc la question du droit humanitaire international est une question que j'évoque aussi, et notamment les conventions de Genève est un des autres éléments de discussion. Et puis, naturellement, ce qu'on n'entend jamais, c'est évidemment ce que la presse israélienne, ce que les journalistes israéliens, parce que les journalistes israéliens ont fait un travail qui est extrêmement honnête. Alors, on a aussi la propagande. Ils sont aux confins de tout ça. Ils ont aussi ça. Mais d'une certaine manière, l'approche qu'il y a en Israël de l'explication de ce qui s'est passé le 7 octobre est beaucoup plus honnête que ce qu'on a typiquement en France, où là, on reste non pas sur de l'information, on est sur un narratif, purement et simplement. Et ça n'est pas honnête non plus, parce qu'on n'aide pas la cause de la paix comme ça.
Eh ben Jacques Beau, je vous remercie. Je renvoie vers votre livre, donc Opération Déluge d'Al-Aqsa chez Max Milo, et donc il y a un lien dans la description pour ceux qui veulent aller le voir et l'acheter chez Max Milo. Merci beaucoup pour de nous avoir consacré tout ce temps, et je vous dis à très bientôt, et à très bientôt à tous ceux qui ont vu la vidéo. Merci bien.